cette présentation qui s'intitule Your Domain has Monoid. J'attire votre attention, on y va, on commence là. Donc, si le sujet vous intéresse, je vais en parler. Donc on va parler de monoïdes, et donc dans cette présentation, mon objectif est d'amener l'idée de bon goût dans le code, une notion empruntée à Alberto Brandolini, celui qui a popularisé la notion d'event storming qui avait lieu ce matin, et donc la notion de code gourmet, prendre bon soin d'avoir un beau code qui soit beau, avec du bon goût dans le code de tous les jours, et c'est ça dont je veux parler, une histoire de goût. Et pour faire du bon code, on a besoin d'outils, et des outils, on peut les emprunter à un domaine qu'on a, à une série de langages, Functional Programming, et c'est ça dont on va parler tout de suite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un développeur depuis un certain temps à Paris, et donc vous pouvez me suivre sur Twitter à Sirius. J'ai créé la communauté Software Craftsmanship de Paris en 2011, et on se rassemblait à peu près tous les mois pour des sessions hands-on où on discute de problématiques. Il y en a eu ici d'ailleurs, de comment tester, comment convaincre mon chef de faire du refactoring tout le temps, etc. Et puis aussi des sessions hands-on, par exemple, ça va apprendre TDD en le faisant à plusieurs, comme on voit ici sur cette photo. Je suis très fan de toutes les pratiques de craftsmanship, je suis aussi donc associé et cofondateur de la société Arola, où on met en avant tous les machins en DD, tous les XDD, tous les trucs en DD en fait. Donc TDD, BDD, Domain Driven Design, et c'est de ça dont je vais parler en partie aujourd'hui, et Legacy, le style fonctionnel et comment ça peut vous aider tous les jours, c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui, et comment utiliser tout ça, même sur des questions de Legacy. Et donc on est presque une cinquantaine aujourd'hui, on était parti à la montagne en juin dernier, et il y avait de la neige, parce que quand on monte très haut, il y a de la neige. Voilà, c'était bien cool. Aujourd'hui, donc, je ne vais pas rien vous présenter de vraiment spectaculaire, il n'y a pas de cascade de code, et vous pouvez tout refaire à la maison sans danger. Donc cette histoire, à l'origine, cette idée de talk, elle vient c'est un petit peu personnel, c'est un truc vraiment de goût que j'adore, que j'ai fait depuis longtemps et que j'aime beaucoup, et que j'ai envie de vous partager. Et donc, c'est Domain Driven Design en particulier, c'est un outil que j'ai adopté en 2005, et dont je suis tombé amoureux, et ça m'a vraiment aidé sur tous mes projets depuis, même en Legacy. Et donc j'étais vraiment amoureux, et donc depuis j'ai vraiment envie de partager avec tout le monde. Donc dans cette session, je pose la question à l'origine, pour commencer, qu'est-ce que Domain Driven Design et le style fonctionnel ont en commun? A priori, on a du mal à voir le lien. Et en particulier, alors moi, un élément de réponse, c'est que j'ai vraiment la sensation d'avoir découvert le style fonctionnel au travers de Domain Driven Design. Ça paraît pas logique. Alors qu'est-ce que le style fonctionnel? Donc évidemment, on pense à des lambdas qui arrivent aujourd'hui en Java, mais qu'en .NET vous avez depuis très très longtemps. On pense à tous ces langages de fonctionnels, qui font du fonctionnel. On pense évidemment à des fonctions, la notion de fonction qui est très importante. Et en fonctionnel, on aime bien des fonctions pures. Elles sont propres, elles ne font rien de mal, elles n'abîment pas, elles ne touchent pas l'état, elles n'ont pas d'effet de bord. Et puis on n'aime pas non plus tout ce qui est état mutable. Et si on l'élimine à tout prix, on va chercher l'immutable. Et puis il y a plein de trucs un peu tordus qui servent à des blagues élitistes auxquelles personne ne comprend rien. Qui rigole de ça? Un petit peu. C'est le chat qui fait mal, le chat. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a un chat. Donc qu'est-ce que tout ça a en commun? Alors il s'avère que si on prend la table des matières du bouquin d'Eric Evans, et si on le regarde plus attentivement, alors on a l'impression, je revendique le fait que les value objects, les fonctions qui n'ont pas d'effet de bord, le terme de closure of operation et un style declarative design, tout ça, en fait, sont des emprunts à un style fonctionnel intégré dans le corpus Domain Driven Design. Tout ça, c'est intéressant parce que, quelque part, on pourrait se dire, si j'apprends l'un, j'ai un peu de l'autre gratuit. Donc, c'est attractif. Et donc, on parlait de style, de toute façon, de tout à l'heure, de style de code. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que si on combine les contraintes et le style de Domain Driven Design, de FP et quand même d'objets, tout ça ensemble, à l'intersection, on a un super bon style qui se lit très bien, qui a plein d'avantages en testing, on va le voir tout à l'heure. Et donc, en gros, tout ça ensemble, c'est une histoire d'amour. Et c'est ça dont je veux parler tout de suite. Donc Cyril, t'es bien gentil avec tout ça, là tu nous fais ton baratin sur ta vie et tout, mais en pratique, on fait comment? T'as des exemples? Alors des exemples, j'en ai, et un de ces concepts super importants que j'ai adoré faire au cours de plein de projets, c'est les monoïdes. Les monoïdes. Alors les monoïdes, dans une série Doctor Who, je crois qu'ils ont cette tête-là, parce qu'ils ont un seul œil.
Bon, en fait, je les ai jamais vus, mais c'est drôle. Voilà, je vais laisser ça en tâche de fond. Et je vais vous expliquer les monoïdes sans slide, pour le coup, avec des gobelets de bière, avec des verres de bière, parce que c'est quand même plus fun comme ça. Donc, qu'est-ce qu'un monoïde? Un monoïde, c'est avant tout une structure mathématique. Certains l'ont peut-être croisé en prépa, pour ceux qui ont fait une prépa. Et c'était chiant. Hein? Ah ouais? Ah d'accord. On voyait les monoïdes, les groupes, tout ça, les anneaux, les champs, tout ça. Et donc c'est une structure mathématique, et quand je l'avais vu en prépa, j'avais trouvé ça horrible, chiant à mourir, et compliqué, et tout ça. Et aujourd'hui, maintenant, je le vois complètement différemment. Donc c'est avant tout une structure mathématique, c'est-à-dire c'est un ensemble d'éléments, et avec une opération et des propriétés. Alors comme ensemble d'éléments, je vous propose en fait, on va décider, on est développeur, on décide ce qu'on veut, on décrète. Je vais décréter que je définis un ensemble d'éléments qui sont tous les éléments avec un trou de ce diamètre-là, dans lequel on peut verser de la bière. Okay. On est d'accord? Ça nous fait une définition d'un ensemble. Très bien. Donc est-ce que ça fait partie de l'ensemble? Oui. Voilà. Est-ce que ça fait partie de l'ensemble? Oui. Est-ce que ça fait partie de l'ensemble? Oui. Est-ce que ça fait partie de l'ensemble? Oui. Non. Celui-là, on l'élimine. Il y en a qui dorment. On vient de déjeuner, au fait, oui. Ah, mais il n'y a pas un trou de diamètre. Ah, le diamètre est important. Voilà, donc on a un ensemble avec des éléments qui sont dedans, des éléments qui ne sont pas dedans. C'est la définition d'un ensemble. Et puis ensuite, on a une opération de combinaison entre des éléments de l'ensemble. Donc je prends un élément, je prends un autre élément, et je les combine ensemble. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si je prends un élément, cet élément il est dans l'ensemble, cet élément il est dans l'ensemble, je les combine, et le résultat est dans l'ensemble. Félicitations, je vous demande des applaudissements. Cette propriété s'appelle, c'est la clôture d'opération dont parle Eric Evans. Ça s'appelle, on dit que l'ensemble est fermé sur l'opération, l'ensemble est fermé par l'opération, c'est-à-dire que l'opération prend des éléments de l'ensemble et les ramène dans l'ensemble. On reste à l'intérieur entre soi. Ça paraît rien, mais c'est quand même super fort comme propriété. C'est super génial. Donc c'est la première propriété. La deuxième, suivez bien, hein, parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'étais un peu bourré, j'ai eu du mal. C'est si je prends cet élément, ces trois éléments, et si je commence à assembler ces deux-là d'abord, puis ensuite j'assemble celui-là, j'obtiens ça. Et si maintenant je commence par assembler ces deux-là, et puis ensuite j'assemble celui-là, je trouve la même chose. Cette propriété toute bête, encore une fois, s'appelle l'associativité. Quand vous écrivez du code, par exemple des calculs qui ont cette propriété, ça veut dire que vous pouvez mettre les parenthèses où vous voulez, ça ne change rien. Alors, encore une fois, ça mange pas de pain, mais c'est quand même une propriété tout à fait désirable. Et alors donc, on est bien avancé dans notre monoïde. Et il manque un truc. Le monoïde, il y a un élément spécial, il y a un gobelet spécial. Donc là encore, je suis développeur, je vais décréter qu'il existe un gobelet spécial de taille infiniment petite, vous ne le voyez pas, là il est coincé entre mes doigts, il a le même diamètre, on peut aussi mettre de la bière dedans, on peut mettre 0 bière, mais on peut mettre de la bière dedans. Et cet élément spécial, quand je prends un élément de l'ensemble et cet élément spécial qui est aussi dans l'ensemble, et que je les combine ensemble, j'obtiens la même chose, ça ne change rien, j'ai l'identité. Cet élément spécial invisible, là, tout petit, on l'appelle l'élément neutre, et il fait aussi partie de mon ensemble. Donc voilà, on vient de définir ensemble un monoïde, qui a été perdu. C'est ultra simple. Tout le monde a compris? Félicitations, applaudissez-vous. Donc, pour récapituler, la définition d'un monoïde, c'est vraiment très bête. C'est un ensemble avec une propriété de fermeture sur l'ensemble. Il est clos sur lui-même, au travers d'une opération. Cette opération a cette propriété d'associativité, et puis il existe un élément neutre qui, tel qu'il est combiné avec n'importe quel élément, donne le même élément. Donc l'identité grâce à cette fonction neutre. Donc c'est des vraies maths, hein, je vous rassure, et c'est pas n'importe quoi, c'est super utile. Et donc à quoi ça sert? En fait, vous connaissez, il y a une blague qui circule dans la programmation, c'est qu'il n'y a que 3 nombres en programmation. C'est 0, 1 et beaucoup. Alors ça c'est très vrai. Hein. Et donc, le monoïde, en fait, il encapsule cette variété, rien, 1 et beaucoup, à l'intérieur d'une seule structure. Le rien, c'est l'élément neutre. L'élément de base, c'est le 1. Et quand on combine les éléments de base ensemble, on gère le beaucoup, tout en restant dans le même cas, dans la même structure, dans le même cas unifié. Et donc, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à gagner une bataille contre la complexité. La complexité, ça veut dire que j'ai beaucoup de détails,
Et a priori, je suis obligé de me battre avec tous les détails comme ça devant moi. Donc là, j'ai trois cas, le rien, le 1 et le beaucoup. Si je les réunis ensemble, je redeviens simple. Je ramène tout ça dans une structure. En gros, j'avais 3 cas particuliers, je reviens dans un cas systématique, unique. J'ai plus qu'un cas. Et donc, je simplifie mon problème et je gagne ma bataille dans la complexité. En objet, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent aussi. Vous avez une interface. Vous l'implémentez pour le cas ici. Vous utilisez un nul object pour faire le 0 et vous mettez un composite pour faire le beaucoup. Et celui qui l'utilise, votre interface, il n'a pas à savoir qu'il est sur le rien, le 1 ou le beaucoup. Il l'utilise sans savoir. Donc c'est la même stratégie de simplification de complexité. Et donc, oui, l'élément neutre, c'est le nul object, comme par exemple un calcul qui ne fait rien avec un élément non qui ne calcule pas, par exemple. Donc, tout ça, pareil, c'est très bête, mais quand on a l'habitude de le faire souvent et qu'on le met partout, en fait, la complexité, c'est toujours gentil, mais on voudrait des vrais exemples dans tout ça. Hein, vous voulez des exemples? Ouais. Alors, vous en connaissez tous, c'est les nombres. Les entiers, par exemple, sont évidemment monoïdes. Si je prends un entier plus un entier, j'obtiens bien sûr un entier. Les parenthèses, je les mets où je veux, je suis associé, j'ai l'associativité. Et le 0 avec l'addition, alors j'ai pris les entiers avec l'addition. Le 0 avec l'addition me donne aussi L et le 0 et l'élément neutre. Alors les entiers, ils ont aussi la multiplication. Et là, l'élément neutre, c'est 1. On a tous les mêmes propriétés, donc on est aussi monoïde, mais avec le choix et le neutre, c'est 1. Oui? Donc c'est non nul. Même pas. Mais par contre, là, si on n'a pas les négatifs là-dedans. Si on avait les négatifs, on serait même sur mieux qu'un monoïde. Mais bon, ça, on ne va pas dire. On va pas déplacer. Les listes, c'est encore un exemple que tout le monde connaît. Oh là, ça a pété la formation. Donc, une liste, si je la concatène avec une autre, j'obtiens encore une liste. Les parenthèses, je les mets où je les veux. La concaténation, je le fais dans n'importe quel ordre, tant que je garde dans le même ordre. J'ai oublié de préciser, mais il ne faut pas confondre l'associativité avec la commutativité. Si je mets des couleurs sur mes gobelets, si je combine comme ça ou comme ça, je n'ai pas le même résultat. Il ne faut pas confondre associativité et commutativité. Donc on les garde dans le même ordre. C'est l'ordre d'assemblage qui change, ce n'est pas l'ordre des éléments. C'est pareil pour des listes. Les listes sont ordonnées, a priori, avec la concaténation, si je garde les éléments dans le même ordre, je peux préassembler des morceaux et ensuite recomposer, j'obtiens le même résultat. Les strings, évidemment, sont des séquences de caractères, elles sont aussi des monoïdes, avec la concaténation. C'est aussi associatif, et la chaîne vide, évidemment, est votre élément neutre. Donc, tout ça, c'est extrêmement simple, ça paraît simpliste même. Pourtant, c'est super utile, parce que ça nous donne, c'est la clé de la scalabilité virtuellement infinie. Ça veut dire que vous pouvez prendre un problème énorme, par exemple additionner des millions de nombres, faire des calculs sur des millions d'éléments. Vous pouvez partager le calcul en petits bouts, les faire en parallèle, et vous pouvez même réassembler partiellement des morceaux en parallèle, jusqu'à finalement à la fin n'avoir plus qu'un assemblage de gros bouts déjà partiellement assemblés. Vous pouvez, Hadoop fait intensivement ça, en fait, du reduce par étage. Donc c'est aussi la clé, donc en volume c'est la clé de comment partager un gros calcul en plein de morceaux, mais dans le temps, on a aussi la même scalabilité dans le temps. Si vous faites de l'incrémental, en temps réel par exemple, vous précalculez tout jusqu'à aujourd'hui, et vous ajoutez juste le petit delta des trucs les plus récents, vous les composez ensemble, ils restent composables, vous gérez votre problème. Donc en gros, en volume c'est des approches type Hadoop, et en incrémental c'est des approches type Storm. Le mot-clé là-dedans, monoïde en fait, si vraiment j'étais honnête, j'aurais pu dire plutôt que c'est juste un talk sur la composabilité. Parce que les monoïdes, c'est la structure mathématique la plus pure en termes de composabilité. Et la composabilité, c'est cette propriété qu'on cherche. Donc en les langages fonctionnels, on parle souvent de reduce, map-reduce. Il y a le map, il y a le reduce. Là, les monoïdes, c'est l'opération de reduce. Je prends plein d'éléments et je les replie ensemble. On parle de fold aussi. Le fold part de l'élément neutre, il replie tous les autres éléments dessus et on obtient à la fin un seul élément. On a simplifié le problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne traîne pas trop dans cet univers de big data, etc., qui utilise intensivement les monoïdes. Il y a même une blague que Sam m'avait donnée, Sam Bessara, c'est qu'il y a une blague, il y a un dicton qui dit que en big data, si vous faites du big data sans savoir ce que c'est qu'un groupe abélien, c'est une sorte de monoïde plus, vous le faites mal. You do it wrong. Ça veut dire que c'est des choses vraiment à connaître absolument pour faire du big data élégamment, intelligemment et sans vous péter une complexité accidentelle totalement inutile. Moi, je ne traîne pas trop dans tout ça. Par contre, les monoïdes, je les adore aussi pour faire des beaux objets, des beaux domaines métiers.
Parce que les monolithes, c'est des choses qu'on trouve aussi dans la nature du métier, de vos clients. Et donc, c'est des choses qui nous intéressent, qui m'intéressent au plus haut point et que je pratique. Et j'ai oublié de le mentionner, mais évidemment, les monolithes sont typiques du style fonctionnel. Un langage extrêmement fonctionnel comme Haskell a des monolithes de partout. Le langage lui-même, il utilise des monolithes à fond, à fond, à fond. Donc évidemment, là on est dans une ambiance un peu FP, Functional Programming, tout a une valeur. Une valeur, évidemment, c'est immutable. Donc là, je vous fais attention, je fais une démonstration incroyable. En Functional Programming, tout a une valeur. Les monoïdes sont typiquement FP, donc les monoïdes sont des valeurs. Non, c'est pas logique. Non. Bon, en tout cas, quand on fait des monoïdes, clairement, il faut faire des value objects, il faut le faire sur des objets immutables, des valeurs comme les entiers, comme les strings. Et donc, évidemment, ils sont immutables. L'égalité se fait par valeur. Ils ne sont pas anémiques. On a des comportements dessus. Une valeur a des comportements. Et donc, un exemple typique dans un métier, c'est je prends 18 mètres, j'ajoute à 16 mètres, et j'obtiens 34 mètres. Donc, j'ai un élément de distance métrique. Je les combine, j'obtiens une autre distance métrique dans un problème métier de distance mesurée en mètres. En code, désolé, j'ai mis un code Java, mais bon, c'est pareil en C#. C'est aussi con que de faire return new et on fait l'addition à l'intérieur, etc. Et on prend bien soin de l'unité. Et on retourne donc une nouvelle instance à chaque fois, puisque vous êtes immutable, vous êtes obligé de faire ça. On peut optimiser après, si ça n'a pas changé, on retourne 10, etc. Alors l'autre point qui est important, c'est les valeurs, on fait des opérations dessus qui évidemment ne changent rien dans l'état du monde. On veut pouvoir s'en servir dans n'importe quel contexte. Donc des fonctions qui ne vont pas écrire, qui ne vont pas loguer, qui ne vont pas aller en base, qui ne vont pas aller sur le réseau, etc. Bien sûr, bien entendu. Et donc, si on combine immutabilité et fonctions qui n'ont pas d'effet de bord, alors là, on a déjà un bon goût de code. C'est des choses à faire couramment pour avoir du code de bon goût. Et donc, dans Domain Driven Design, il y a ce fameux pattern, finalement, le pattern de value object. On pourrait le voir comme un emprunt littéral d'une bonne pratique traditionnelle FP, importé dans vos langages objets quotidiens. Et donc, c'est un style que j'applique depuis longtemps et j'ai découvert il y a quelques années que ça portait un nom. Le style Functional First, c'est-à-dire coder par défaut, tout immutable, tout en valeur dans mon code. Donc par défaut, je commence par... Et en Java et en C#, vous ne l'avez pas malheureusement, c'est un super enum. Le Java a un super enum. En C#, il est un peu moins bien, votre enum, mais bon. C'est une façon de faire des value objects. Et donc moi, j'ai pas peur de revendiquer, faire plus de 90% de value object pure dans tout le code que j'écris. Donc un exemple métier courant, c'est les quantités d'argent. Donc je travaille surtout en finance. Donc évidemment, les quantités d'argent, 25 € plus 30 €, ça donne 55 €. Le 0 € est un élément neutre dans mon histoire. Et le 25 € plus 30 $, en fait, ça ne marche pas du tout, ça ne tient pas, ça pète. C'est aussi une façon d'encapsuler ce genre de protection. Et concrètement, ça prend la forme d'une simple classe avec une opération add, et puis donc les deux champs qui nous vont bien. Et donc ça prend this, un autre monnaie, et ça nous donne la monnaie. Donc si on peut développer d'un point de vue métier, souvent c'est le pattern que Martin Fowler appelle quantity, une quantité d'une certaine unité. Bon, jusque-là, rien de bien méchant, mais on peut aller plus loin. Si on prend une quantité d'argent à une certaine date, on a un flux, on a un paiement, un cash flow. 25 € aujourd'hui, plus 30 € demain, et aujourd'hui, ça me fait bien le total avec la date du paiement. Et si je l'additionne à des dates différentes, ça ne marche pas. Bien entendu. Et donc ici, on voit ce qui est remarquable, c'est que dans ce genre de code, on retrouve systématiquement, partout dans toutes mes signatures, j'ai ma classe cashflow, j'ai un argument cashflow, je retourne des cashflows, il y a du cashflow partout. En fait, c'est cette fameuse propriété de closure of operation, c'est que partout mes signatures ne parlent que de moi, tout le temps. Et hormis quelques primitives éventuellement, mais en tout cas, on parlera de personne d'autre. On ne se mélange pas les gens, on reste fermé sur soi-même. Et là encore, c'est un élément de style super important. Je ne peux que vous recommander d'avoir des signatures de classe qui parlent que d'elles-mêmes, partout. Au moins, si elles changent, tout le changement est là, elles dépendent de personne d'autre. C'est aussi super agréable comme propriété. Mais on peut aller plus loin. J'ai un paiement à une date. Non, j'ai des paiements. J'ai toutes des séries de paiements à plein de dates. J'ai 10 € à une certaine date, 30 € plus tard, des dates un peu partout. Et quand vous discutez avec votre expert métier finance, il dessine ce genre de truc. Et puis il dit, bon évidemment, quand je prends tout ça et que j'additionne avec tout ça, j'obtiens évidemment comme ça. C'est-à-dire s'ils sont à la même date, j'additionne, sinon ils sont tout seuls, etc. Et puis ensuite, ils vous disent, alors dans ce cas-là, il me faut ça, dans ce cas-là, il me faut ça. Et si vous êtes malin, vous dites, je fais ça littéralement
J'ai une séquence de cash flow, j'ai une autre séquence de cash flow, ça me donne une troisième séquence de cash flow. Je définis une opération d'addition sur les séquences elles-mêmes. Soyons fous. Quelque part, on définit une arithmétique d'objets. Des objets aussi gros qu'on veut, toujours immutables, bien sûr. Et à chaque fois, donc, je peux comme ça définir un langage de plus haut niveau qui permet de manipuler littéralement mon métier. Ce qui est génial, c'est que c'est comme ça qu'on en parle dans votre métier. Les experts métiers, c'est comme ça qu'ils dessinent, c'est comme ça qu'ils disent, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils prennent, ils disent, j'ai mon échelle de cash flow, j'en ai une autre, je les additionne, j'en obtiens une troisième. Tout le monde avec moi? Donc en gros, des monoïdes, il y en a partout. Monoïdes everywhere. Donc il y a plein d'autres exemples. Je vais en partager maintenant, je vais vous en montrer d'autres. Les plages de date, plages de valeur, plages de n'importe quoi. Avec l'opération d'union, vous prenez une plage, une autre, et vous en trouvez une troisième. Donc l'opération d'union, avec les ensembles de plages d'entiers ici, est un monoïde avec l'union. Et l'élément neutre, c'est la plage qui ne contient rien. Vous les définissez comme vous voulez. Entre parenthèses, on peut être crade à l'intérieur. On peut mettre moins min et plus max ici, enfin, les deux extrêmes des entiers. On s'en fout, tant que c'est caché à l'intérieur de l'implème, ça ne déborde pas, c'est encapsulé, vous faites comme vous voulez pour être performant. De l'extérieur, vous avez toujours un beau monoïde. Celui qui l'utilise, il n'a aucun piège, il l'utilise facilement. Il prend un truc, il additionne, il en a un autre. Donc l'intersection marche là aussi, avec par contre l'ensemble qui contient tout. Les prédicats sont bien sûr des monoïdes, ils se combinent très très bien en monoïdes. De plusieurs façons. Un filtre avec un autre filtre, avec un et, ça me donne encore un filtre. Et le prédicat qui dit toujours oui est votre élément neutre. Avec or, ça marche pareil, et celui qui retourne toujours faux, évidemment, c'est votre élément neutre aussi. Alors jusque-là, c'est encore assez naturel, vous le faites déjà, je pense. Après, on peut aller sur d'autres exemples un peu plus exotiques, comme les droits d'accès. Prenons un exemple, on prend un enum read, write, execute, et on définit une opération de combinaison avec une règle d'arbitrage qui dit que quand j'ai deux droits, le merge des deux, la combinaison des deux, c'est le plus sécure qui gagne. Une règle un peu pessimiste. On aurait pu définir autrement, il y a plein de façons de le voir. Et donc par exemple, read plus write, ça se limite à read. Et write plus execute, ça se limite à write. Donc c'est des choses que littéralement, dans les num, on définit l'opération, et l'opération prend en compte ça, il y a une relation d'ordre quelque part là-dedans, et va encapsuler cette façon d'arbitrer. Encore toujours en allant plus loin, des droits, c'est des genres de choses qu'on met dans des configurations, et des configurations, par exemple, c'est des genres de gros dictionnaires, avec une clé et une valeur en face. Et combien de fois vous avez croisé dans des applications, vous avez un réglage par défaut pour toute l'appli qui est en dur, puis vous avez un réglage par pays, et puis vous avez un réglage par département, qui a ses propres, qui override certaines configurations. Et puis vous avez les overrides encore par utilisateur, qui peut avoir défini que pour lui, il veut un truc particulier, il veut une autre couleur. Et donc, littéralement, ce qu'on voudrait, c'est dire, je prends mes défauts et je les combine comme ça à la suite, les uns les autres, avec un ordre de précédence, bien sûr. Et donc, c'est comme ça que j'ai envie de dessiner mon problème. Et donc, ce qui est marrant, c'est que donc évidemment, j'obtiens un monoïde ici sur la configuration de map en entier, mais ce qui est amusant, c'est qu'elle va déléguer le travail à des valeurs qui elles-mêmes sont des monoïdes à l'intérieur, en réappelant leurs fonctions de combinaison une par une à l'intérieur qui leur correspondent. Donc par exemple, sur les couleurs ici, l'opération de combinaison, c'est jamais qu'un overwrite. Le dernier composé gagne. Et pourquoi on aime le type des champs pour savoir quel monoïde il applique C'est le champ lui-même qui se gère lui-même. Il connaît son type. On utilise le polymorphisme pour qu'il fasse le boulot. Par exemple, si on définit que toutes les opérations s'appellent merge et qu'elles implémentent mergeable, la map, le dictionnaire se contentera d'appeler merge de chacun, et chacun fera son boulot. Comme ça, c'est une façon de faire. Il y en a d'autres. Les booléens, évidemment, on fera un ou dessus. Et puis ici, timeout, on a fait encore une approche pessimiste, il me semble. 30 combiné avec 25, c'est 25 qui gagne. Timeout est le plus petit possible. Donc le min, max, sont aussi des opérations monoïdesques. En fait, concrètement, les monoïdes, on est tous familiers avec parce que c'est les groupes by en SQL. En fait, on a tous fait des tonnes, on est familier avec ça. Et toutes les opérations que vous mettez dans un groupe by sont candidates à des monoïdes. Et donc là, on a beau avoir des dictionnaires, des maps gigantesques, qui peuvent être vraiment énormes, on va les faire immutables malgré tout, et ce sont des simples valeurs qu'on combine ensemble, qui nous donnent des nouvelles valeurs. Alors on peut être intelligent pour ne pas réinstancier tout bêtement, mais ça c'est une autre question. Celui qui l'utilise n'a pas à le savoir, et donc on a des valeurs comme ça grosses qui se combinent ensemble.
On peut avoir des DOM entiers qui se combinent. Récemment, il y a un, je ne me rappelle plus du tout le nom, mais il y a une API JavaScript qui a des performances de fou parce qu'elle travaille comme ça. Il prend le DOM, il se permet de le copier en entier, enfin il copie intelligemment, mais et il réécrase à chaque fois le DOM entier. Il manipule le DOM comme un objet, comme une valeur, et les performances sont super bonnes. Donc les monoïdes, j'en veux partout, j'en vois partout, et je veux vraiment en mettre partout. Alors malheureusement, il y a des cas qui coincent. Tout ce qui est non linéaire, par exemple, ça n'a pas l'air évident. Par exemple, des moyennes, des écarts types, du clustering pour faire de la recommandation d'achat, des calculs de barycentre, tout ça, c'est des moyennes aussi. Ça cloche. Par exemple, une moyenne plus une moyenne, ben, si on fait ça bêtement, si on fait une moyenne plus une moyenne, c'est juste faux. C'est pas composable, les moyennes. Et ben en fait, si. Je vais vous montrer comment. On peut le faire. Qu'est-ce qu'une moyenne? Une moyenne, avant tout, c'est la somme de plein de valeurs, plein de mesures, qu'on divise par le nombre de ces mesures. Donc si je prends une moyenne, et je la définis comme ça, et j'en prends une autre, elle ne compose pas. Je n'ai pas le droit de composer directement, de définir une opération. Je ne peux pas faire une opération directement sur la moyenne. Ça reste vrai qu'on ne peut pas les composer comme ça directement. Par contre, si je décompose la façon de les calculer, et que j'en reviens au calcul intermédiaire, alors, eux, ils composent. Le total, ils composent. Le nombre d'éléments compose. Tu voulais prendre en photo? Je te laisse une seconde. Voilà. Et donc, si je définis en fait, non pas une mesure, non pas une valeur moyenne, un objet moyenne, mais un objet mesure, un peu plus générique, défini comme un tuple, comme une paire, alors lui, chaque élément évidemment permet d'obtenir sa moyenne ultra facilement. On peut mettre une sorte de getter qui va nous faire le calcul à la volée, la division à la volée. Mais cette structure, cette valeur, ce value object, lui, il compose. Et les écarts types dans l'histoire, c'est un peu plus compliqué, un écart type. C'est avec des racines carrées, des bazars et tout. Ça compose pas non plus, bien sûr. Et bah si. Si on ajoute le moment, c'est-à-dire la somme des carrés, alors, je n'ai pas mis la formule dans le slide, mais on peut toujours les composer aussi, et on pourra obtenir l'écart type en faisant donc, la racine carrée du total donc, des carrés, moins le carré des totaux, ou le contraire, comme ça. Il y a une formule, donc il faut faire gaffe au conditionnement des nombres, etc. Mais ça, c'est pas du tout ma spécialité, je vous laisse vous débrouiller avec ça dans votre boulot. Mais on peut trouver des façons de se ramener à une formule, de revoir la formule, la façon dont vous la décomposez, pour aller vers des calculs intermédiaires qui, eux, composent, alors que l'ensemble ne compose pas. Donc on est en mesure, si on a envie de chercher à rendre monoïde tout ce que vous voulez, on peut quand même y arriver dans plein de cas. En fait, j'ai jamais vu de cas qui résiste vraiment très bien. Et donc on peut, même le non linéaire, on peut le monoïdiser. C'est great success. Donc, au point où on en est, en fait, j'espère avoir aiguisé votre appétit pour des maths qui font peur quand on les voit en prépa, mais en fait, c'est pas méchant du tout, et ça fait écho avec ce qu'on fait tous les jours dans notre métier, quand on fait élégamment. Donc, et s'il y avait d'autres maths dans tout ça? On peut aller voir plus de maths. Bon, alors, par exemple, une remarque importante, c'est que souvent, on peut être un même type. Oui, parce qu'un monoïde d'une valeur, c'est un type dans votre langage. On peut être monoïde plusieurs fois. Donc on l'a vu sur les entiers avec l'addition et la multiplication. Ici, on l'aura sur une mailing list. Une mailing list, c'est un peu comme un ensemble, une liste. Je peux définir l'union et l'intersection. C'est deux façons, et chacune est monoïde, tantôt avec une personne et tantôt avec tout le monde. Des éléments neutres différents. Donc ça va par deux. Union avec sont très courants, on en croise vraiment souvent. C'est peut-être la plus courante. Mais les espaces vectoriels sont aussi très courants. Alors là, encore une fois, c'est un mot qui fait peur. Je n'avais même pas compris, on ne peut pas le dire. Mais maintenant ça ne fait même pas peur, c'est facile. C'est juste la possibilité de faire ce qu'on appelait des homothéties en terminale, c'est-à-dire prendre des valeurs et les changer d'échelle, le changer de facteur. Par exemple, ici, je divise par 2. Voilà. Donc encore une fois, c'est juste une méthode en plus, qui retourne toujours immutable, toujours tout ça. On reste sur des éléments, on reste à l'intérieur de notre même type. Et donc on a cette opération qu'on appelle par exemple scale, si le problème s'y prête, pour faire tout ça. Donc pourquoi tout ça est utile? Bon, on l'a déjà vu un petit peu, mais donc en particulier c'est utile parce que c'est littéralement la façon dont on en parle dans les métiers. Et
quand on est littéralement la façon dont on en parle, c'est ce qu'on appelle un style déclaratif. Ce qui était encore un des patterns dans le domaine de design, chercher à rendre le code plus déclaratif, parce qu'il sera plus facile à lire, à maintenir, à comprendre, à raisonner. Et donc, encore une fois, on va gagner la complexité, la bataille de la complexité avec tout ça. L'autre avantage, bien sûr, c'est qu'on écrit moins de code. Vous définissez votre valeur, donc il faut réfléchir un peu, il faut avoir l'instinct, l'intuition de le faire. Mais une fois qu'on a fait notre monoïde, littéralement, n'importe quel problème qui se pose de cette forme, on peut ajouter 15 fois ce genre d'addition, on a implémenté une fois pour toutes les façons différentes de combiner des séquences de cache flow ici. Donc si comparer ça avec ce que je vois souvent dans le code de Legacy, là où on n'a pas de monoïde, c'est mal. Quand il n'y a pas de monoïde, on a par exemple une fonction pour chaque type de combinaison de cache flow. J'ai un système qui rembourse à la fin un cash flow, qui paye des intérêts régulièrement, qui a de l'assurance par-ci par-là. Et donc, au fur et à mesure des besoins du métier, on a fait une méthode à chaque fois qui prend, dans ce cas particulier, qui prend le 1 cash flow, ou les 2 ou 3 cash flows, qui les assemble pour faire le résultat des cash flows. Et à chaque fois, on a codé la façon de les organiser ensemble, en se traînant les devises, en se traînant tous les réglages, les protections annuelles et tout ça. Et on l'a fait N fois. Donc ici, j'en ai mis 5, mais réellement, on va dans la soixantaine ou centaine, des fois régulièrement sur des gros systèmes, cas par cas, alors que sur des monoïdes, on définit les quelques générateurs qui font le cash flow final d'assurance, par exemple, les paiements d'options, les fees, etc. Et ensuite, limite, on laisse au client, on ne pourrait pas se laisser à quelqu'un d'autre le soin de les concaténer ensemble, parce que c'est trivial à faire, ça a été fait une fois pour toutes. Et évidemment, ça a été fait une fois pour toutes, et c'était ultra facile à tester. Pas d'effet de bord, des valeurs immutables. Je prends des éléments, je les combine, je vérifie que le résultat est bon. Je fais ça sur les 3-4 cas qui sont intéressants et j'ai fini. Pour toujours! Ça, c'est fabuleux. Je suis un peu excité, hein. Oui. Et vous n'êtes pas aussi, là? Si, hein, oui, quand même, totalement. Et pour celui qui l'utilise, il n'y a rien à apprendre. L'addition, tout le monde sait faire. Entre parenthèses, la HP48. Qui a utilisé la HP48 parmi vous? Ouais. En fait, la HP48 faisait déjà très bien tout ça. Donc, une interface pour unifier tout, on peut être littéral, on travaille déclaratif. Donc, en fait, le monoïde, finalement, c'est ce que Eric Evans appelle, encore une fois, là, on a pris une structure de monoïde, on a emprunté un formalisme établi, les mathématiques, et on l'intègre, on l'importe, on le projette sur notre domaine métier, parce qu'il s'y prête bien. Et en faisant ça, on simplifie notre problème. C'est-à-dire qu'on arrive à l'essence du problème. Quand on arrive à un monoïde, en général, on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a rien de plus élégant, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus pur pour décrire le problème métier. Donc, tout ça, en plus, c'est un format, un formalisme standard. On trouve sur Wikipédia la documentation complète de tout le comportement. Donc, c'est documenté, même pas de doc à faire. C'est encore mieux aussi, on arrive à un standard. Alors, à propos de documentation, un truc que j'aime bien faire depuis longtemps, c'est d'ajouter des annotations qui ne calculent rien, qui ne font rien, si ce n'est que documenter de façon structurée ce qu'on fait et l'intention avec laquelle on l'a fait. Par exemple, alors aujourd'hui je ne le ferai plus comme ça, mais c'est une façon de le faire, ce serait comme ça, d'annoter, disant c'est un monoïde et ça c'est l'élément neutre qui se réfère à cette opération. Aujourd'hui je proposerai peut-être le contraire. En fait, c'est une question de couplage, mais bon, bref, ça on peut en parler à la fin. Faites-vous documenter comme vous voulez, mais ça marche. Et donc on arrive à finalement, le code raconte son histoire, il sert de documentation lui-même, et comme il évolue, les annotations évoluent avec le code, on est sur un exemple de living documentation. C'est pas que dans BDD qu'on trouve de la living documentation. Et tout ça, donc, en fait, bien sûr, j'aime bien DDD, donc j'aime bien aussi la notion de rapport signal-bruit, c'est-à-dire que quand je regarde du code, je veux que le code me raconte du métier, surtout du métier, et très peu, et vraiment rien d'autre. Alors, par exemple, les monoïdes, justement, se permettent de faire ça, à condition de ne pas rester peut-être sur le vocabulaire de maths, et des clés du code qui racontent un exemple, qui racontent du métier uniquement. Et donc, en particulier, ici, la méthode d'intersection, en fait, elle ne me plaît pas tant que ça. Et l'élément neutre, liste vide, il me plaît moyen. Dans le métier, on parlera peut-être plutôt de liste qui s'overlap. Au lieu de dire d'intersection, on parlera d'overlapping, parce que c'est plus naturel, c'est plus idiomatique dans la façon de parler des experts métiers. Et puis, une mailing list vide, c'est peut-être aussi juste personne. Il n'y a pas à débattre, mais enfin, en tout cas, il faut chercher auprès des experts métiers comment ils disent les choses, et puis on n'est pas obligé de rester sur le vocabulaire de maths pour implémenter tout ça. Donc à la fin, voilà, c'est cool. Alors il y a un dernier point que je voudrais mentionner, c'est qu'en plus, quand on fait ce genre de valeur, on a des options de faire des choses de fou, pour pas cher, n'importe quand.
Un exemple, c'est des valeurs qui vont raconter elles-mêmes 35. Pourquoi 35? Parce que 12 plus 20 plus... bon, allez, vous allez faire le calcul à ma place. 12 plus... bon, allez, 15 plus 15 fois 2. Voilà, par exemple. Donc, non, c'est même pas ça en plus. Si, c'est ça? Non. Bon, allez, pas très fort. Je suis en jet lag. C'est une excuse. Donc, par exemple, en finance, il y a une demande très courante. C'est de se dire, ok, tu m'as donné ce chiffre, là, 35, mais il vient d'où, ce 35? Il vient des conditions de marché, il vient de plein de trucs. Et donc, je voudrais que tu me racontes pourquoi 35, parce que ça venait de telle valeur sur le marché aujourd'hui, et qu'est-ce que tu as fait comme opération dessus, etc. La traçabilité complète, l'audit du calcul. Alors, habituellement, beaucoup de développeurs font ça en mettant du log partout. Ils envoient les logs vers des trucs, puis ils essayent de corréler avec des ID, machin, enfin, ça devient vite infernal. Quand on est avec des value objects, mais des monoïdes en particulier, il suffit d'enrichir notre type. On revient, on l'ouvre, et on ajoute un truc à l'intérieur. On dit, bon, ok, il a une valeur, très bien, mais on va lui ajouter un champ de type mon histoire, d'où je viens, ma filiation. Donc, par exemple, ici, une version vraiment très très bête, c'est un simple string. C'est un petit peu comme du log, mais on log à l'intérieur de l'objet lui-même. Ça, c'est marrant. Et donc, quand on fait l'addition, il fait bien sûr l'addition de la valeur, mais en même temps, il note, il concatène le fait que je viens de l'histoire de l'élément de droite, concaténé avec l'histoire de l'élément de gauche. Et à nouveau, on met ça dans le résultat, toujours immutable, donc ça c'est un nouveau résultat en plus. Les valeurs, tout ce qui est précédent existe toujours. Et ainsi de suite, on peut arriver ensuite à lui demander, raconte-moi l'histoire. Alors je viens de 0, puis on m'a ajouté 65 dans une certaine unité, plus 14 fois la moitié de l'autre unité. Et c'est ça, c'est l'explication de ma valeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'appeler un service qui va vous expliquer pourquoi, etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir des services qui stateful, qui vont mémoriser des trucs ou qui vont capturer des choses et les mettre de côté. Vous embarquez tout dans votre valeur, blablabla, et l'auditabilité voyage avec la valeur. Encore une fois, c'est typiquement un style fonctionnel. C'est très monade-ish, pour le coup. Là, on est plus sur des monoïdes, mais très style monade. Le login, on le fait à l'intérieur, et si jamais on a besoin de le loguer, en fait, on le fera à la fin. Quand on passe le résultat à quelqu'un, il va sortir la traçabilité et la loguer si on a besoin de la loguer. Mais très souvent, on aura mieux à faire que de la loguer. La présenter aux utilisateurs, la formater, faire des choses intéressantes avec. Et donc, chaque valeur stocke directement son histoire. Et donc, on est content. C'est cool, non? Voilà. Donc, en clôture, on termine. Ça vaut la peine d'investir Domain Driven Design et donc par la même occasion de s'exposer à du style fonctionnel, mais sans passer par le chemin élitiste habituel de la théorie des catégories, les explications des monades qui sont toutes... bref, je ne vais pas commenter sur les définitions de monades. En tout cas, ça c'est le chemin difficile, mais qui en plus est peuplé de gens qui se font forts de comprendre et pas vous. C'est la voie un petit peu dure. Donc, si vous êtes un peu maso, c'est une voie que vous pouvez prendre quand même. Et il y a des voies douces, donc en particulier au travers de Domain Driven Design. Et donc on arrive à un paradoxe. C'est que pour moi, l'objet, ça n'a aucun problème. L'objet n'est pas mal, il n'y a aucun problème. Parce que pour moi, l'objet, c'est pas forcément la mutabilité, c'est pas forcément des getter-setters. Si on le mixe avec un style, typiquement SP, tout en faisant des objets, ça reste des bons objets, avec du comportement dedans, alors on a le meilleur des deux mondes. Et donc ça nous donne un bon style. Et donc les monoïdes, en conclusion, c'est bon, mangez-en plein. Et regardez votre domaine, quand vous retournez au bureau bientôt, regardez dans votre domaine quels seraient les candidats à être monoïdes, les opérations que vous faites, les combinaisons d'éléments. En fait, si on veut, on peut toujours le ramener. Jérémy, par exemple, il propose de l'event sourcing, il voit comment le transformer et le rendre, faire de l'event sourcing monoïdesque. C'est une façon de voir et de projeter une vision de la réalité partout. Et donc, une fois qu'on a commencé avec certaines, il ne faut pas avoir peur d'aller voir d'autres structures mathématiques. Les groupes cycliques sont sympas aussi, c'est très très simple. Et donc, en conclusion, cette histoire d'amour, c'est génial. Le functional programming, c'est une bonne influence. Et tout ça nous amène à une notion de TDD un peu nouvelle, le développement dirigé par le bon goût, pour ne pas faire ça. Merci.